Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes aussi. Et nous sommes lundi 19, il y a 12h31 et nous sommes avec vous jusqu'à 14h. Avec nous, il y a aussi Iman, bonjour. Bonjour David, bonjour à Mais, tous. merci d'être avec nous, Iman, toute la semaine. Et l'actualité, eh bien, on va en parler dans un instant. Nous allons recevoir, nous aurons au téléphone tout à l'heure le député de Sainte-Anne. Je veux parler de Christian Baptiste. Christian Baptiste qui n'est pas du tout d'accord avec une demande de monsieur le ministre qu'on appelle le ministre des Dom-Tom, que j'appelle ministre des colonies. Enfin bref, il va nous expliquer ça tout à l'heure. Il a envoyé un courrier par rapport à une réunion qui devait avoir lieu. D'ailleurs, Darmanin, il est vraiment dans l'actualité aujourd'hui, puisque nous parlerons de ce qui se passe en Guyane en ce moment. Ensuite, nous allons recevoir Sylvie Rosier, les chroniqueuses, avec elle on parlera de l'intelligence émotionnelle au service de l'équipe. Plus tard, on va recevoir Henri Acou, l'adjoint au maire de Sainte-Rose, parce qu'il y a une série de manifestations qui se font en ce moment à Sainte-Rose par rapport au mois de mai. Et puis, nous aurons l'Indiaspora, deuxième épisode, avant-dernier, avec Sandrine Soukaï, avec elle aujourd'hui. On va parler de l'engagisme et de l'esclavage. Voilà la liste de nos invités. Mais l'actualité, c'est Iman Nouvelle. Ivan Nouvelle, d'accord, nouvelle fois avec vous C'est mieux que aujourd'hui. Novelas, hein? Novelas, n'est-ce pas? On va parler de l'inauguration de la Maison des 1000 jours, donc inaugurée récemment. C'est un lieu dédié à l'écoute, à l'accueil et à l'accompagnement des familles de la préconception jusqu'aux 18 mois de l'enfant. On reviendra sur cette inauguration. On parlera aussi des rencontres littéraires qui se sont déroulées aux Abîmes. Donc les lecteurs, les auteurs ont pu échanger des mots et des imaginaires, une rencontre littéraire portée par la ville des Abîmes. Il s'agira aussi de parler du vernissage de l'expo Prenez la parole, donc une manifestation qui vise à faire découvrir les œuvres participatives en questionnant sur les violences, les discriminations ou encore le droit à l'expression. Et on terminera par un nettoyage citoyen qui a été fait au Rézé, donc en partenariat avec les associations pour sensibiliser à l'éco-citoyenneté. On ira sur Paris aussi pour évoquer l'ouverture de ce centre dédié à la musique, et on parlera du communiqué de presse qui a été lancé par l'association l'Union des femmes guadeloupéennes, donc non à l'extermination du peuple palestinien. On peut peut-être commencer par ce communiqué. Voilà, mais on va vous retrouver dans un instant puisque nous avons Christian Baptiste, député à l'Assemblée nationale française, au téléphone. Pourquoi? Parce que le ministre des Outre-mer ou des colonies, comme je l'appelle, Darmanin, avait proposé une réunion le 27 mai. Alors, c'est ou bien il fait ça esprit, par contre, il soit à ces pays-là, ça, ou alors, comme dit Christian Baptiste, il ne peut pas accepter ça. Et c'est en ce sens-là qu'il a fait un courrier, demande de reprogrammation de la réunion prévue sur la vie chère le 27 mai. Christian Baptiste, bonjour. Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous pour ça. Alors, vous avez envoyé le 13 mai un courrier à Darmanin. Est-ce qu'il a eu le temps de répondre avant d'aller en Guyane? Oui, il a effectivement reporté la réunion. Donc, nous avons reçu un mail, en tout cas, j'ai une capture d'écran où la réunion a été reprogrammée. D'accord. Je crois que bon, on l'a considéré comme un mépris. Je vais dire que lorsqu'on est ministère des colonies, comme vous dites souvent, des territoires dits d'outre-mer, on doit connaître quand même précisément les moments importants, surtout ce moment important de commémoration de l'abolition de l'esclavage. J'espère, Christian, qu'il n'a pas mis la réunion le 22 mai, non? Non. Déjà programmé le chef qui a été programmé le 27. Oui. Et ensuite, le 22, justement, je serai en Martinique le 22. Je suis dans une mission là sur la l'ODR. Oui. Pendant 3 jours en Guadeloupe. Et le 22 mai, d'ailleurs, je serai en Martinique. Je serai accueilli d'ailleurs par maître Georges-Emmanuel Gauthier. Que je rencontre pas. Georges-Emmanuel Germani, qui est donc l'ambassadeur de la diaspora, pour les Béninois, la diaspora avec le Bénin. Et je suis le président du groupe d'amitié France-Bénin,
Et donc, nous aurons travaillé avec elle. J'ai profité, grâce à lui, pour faire quelques commémorations le 22 à la Martinique. Bien, alors, en ce qui concerne la vie chère, cette réunion, qu'est-ce qui risque d'en sortir? Parce que au moment où je vous parle, Christian, Baptiste, la plupart des Guadeloupéens trouvent que la vie est toujours aussi chère. Mais tout à fait. Premièrement, donc, cette date a été choisie sans concertation. On nous envoie effectivement une rencontre sur la vie chère, mais on ne sait pas exactement le contenu. Donc, puisque c'est une réunion, on nous invite, on va écouter. Mais pour avoir fait un peu le point, notamment avec la collègue Béatrice Millet, qui a porté au niveau du groupe socialiste cette loi sur la vie chère, et j'ai demandé justement à Martinique, il y a eu un accord, mais qu'est-ce que ça a donné? Est-ce qu'effectivement, on constate qu'il y a un changement? Donc, la vie est toujours aussi chère, et donc, nous ne faisons pas d'illusions, parce que même si la loi a été votée au niveau du Sénat, et au niveau d'abord de l'Assemblée nationale et du Sénat, il y a l'exécution de la loi. Et il voit quelles sont les mesures qui seront prises. Donc pour l'instant, nous attendons de voir exactement quel sera le contenu de cette réunion. En attendant, M. Ariota a été décoré, visiblement. C'est ce qui défrait la chronique. Oui. Oui, mais moi je ne vous cache pas que la mission dans laquelle je suis sur la LODEO, c'est vrai qu'il y a elle n'est pas encore rendue publique, il n'est pas rendu public ce rapport, mais c'est vrai que le point de marge pose toujours un problème. Et bon, je crois que tout le monde a vu l'émission, hein, où effectivement on avait des métiers qui arrivent à l'Élysée sans présenter leur pièce d'identité. Oui. Donc cela veut tout dire. Donc il y a peut-être un fort copinage. Oui. Bon, alors après, je ne remets pas en cause, je ne dis pas que M. Ayotte n'est pas forcément un travailleur, mais il dit qu'ils sont feignants, mais il dit qu'il n'est pas rien. Bon, évidemment, il est dans son système de pouvoir profiter du système et de faire des bénéfices. Bon, c'est sûrement un travailleur, mais en tout état de cause, nous qui sommes les consommateurs, nous qui sommes les plus en difficulté, bon, c'est vrai que ce n'est pas forcément toujours bénéfique pour nous, notamment au niveau des prix. Donc, moi, je n'ai pas de commentaire forcément à faire sur cette distinction. Elle vient d'où elle vient, mais je dis qu'on se souvient tous de cet épisode où ce sont des personnes qui rentrent à l'Élysée sans carte d'identité. Alors, Christian Mathis, on va terminer là-dessus. Darmanin est encore dans l'actualité, mais cette fois-ci, c'est en Guyane, puisque vous savez qu'il a pratiquement sans concertation, puisque j'ai reçu un communiqué de l'Association des maires de Guyane qui dit qu'il n'y a pas été au courant du tout qu'on allait mettre une prison de narcotrafiquants chez eux. Il y a beaucoup de protestations. Jocelyn Sapoti, que j'ai eu juste avant vous, m'a dit que l'Association des maires de Guadeloupe aussi sortira un communiqué. Alors, faisons un peu de politique fiction. Imaginons qu'ils disent, bon, ben finalement, on ne met plus ça en Guyane, on le met en Guadeloupe. Comment vous allez réagir? Non, il n'est pas question qu'on mette Guyane et en Guadeloupe d'un seul côté du territoire. Parce que, d'abord, j'estime qu'il n'y a eu aucune concertation. OK? Aucune concertation, la décision a été prise, et là, c'est encore toujours, en tant que parlementaire, je le vois, étant au cœur du système étatique, c'est toujours ce mépris et ce manque de connaissance de nos territoires, ou en tout cas de nos réalités, qui font qu'aucune concertation. Maintenant, évidemment, la Guyane, pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est déjà un système colonial qu'on a connu avec le bagne. Oui. Nous, c'est pas simplement de dénoncer. C'est ce que j'ai dit moi, j'ai dit que, de toute façon, je serai derrière les députés guyanais, non seulement pour dénoncer, mais pour empêcher que ce projet soit réalisé. Donc, oui. Au-delà de dénoncer, il ne faut pas que ce projet se réalise. Donc, on rentre dans une démarche de résistance pour que ce projet ne se réalise pas en Guyane, encore moins en Guadeloupe. Oui. Et les Guyanais disent que la Guyane prend en poubelle. Et en plus, il s'est permis même d'insulter un journaliste de Martinique la Première, le traitant de idiot. Enfin bon, vraiment... Ces gens-là, maintenant, très clairement, lorsqu'ils sont sur nos territoires, c'est bien pour montrer le mépris. Et parfois, souvent, lorsqu'on le dit au sein de l'Assemblée nationale, on parle de mépris, on parle de comportement colonial. Bon, c'est vrai que c'est un peu repris le terme. Parfois, ils s'offusent parce que le français n'assume pas son passé colonial. Oui. Et donc, lorsque c'est sur nos territoires, et lorsqu'on parle de mépris, on a toujours parlé de mépris, c'est bien pour montrer à son... Mais là c'est plus que mépris, hein.
c'est vraiment quelque chose d'hallucinant, de scandaleux. Alors, ils sont coutumiers du fait, avec le ministre le fait, et ils sont coutumiers du fait. Je crois qu'il y a d'autres ministres aussi qui l'avaient fait avec un autre journaliste, et donc, comme vous connaissez très bien, il y a Barodélage qu'il a fait aussi avec une journaliste à Radio Caraïbe. Donc, c'est bien pour vous montrer ils sont décomplexés. Il y a vraiment une décomplexion de leur mépris lorsqu'ils sont sur le territoire. C'est ce qui est grave en plus. Sur le territoire. Oui. Et donc, par conséquent, et après on s'étonne lorsqu'il y a des réactions qui sont parfois véhémentes dans ce type de comportement. Donc, il faut qu'on arrête. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que nous puissions vraiment être unis et très unis, non seulement pour empêcher ce projet de président de la Guyane, mais il faudra sûrement qu'on aille plus loin pour pouvoir effectivement dénoncer ces comportements qui ne respectent pas la dignité et notre histoire et notre dignité humaine. C'est clair. En tout cas, merci Christian Baptiste. Ce que je peux dire, c'est qu'un certain nombre de journalistes avec qui je me suis entretenu ont dit que si ça vient en Guadeloupe, ben nous vous voyez, même nous peut qu'il y ait une réception. Tant qu'il n'est pas excusé, alors on espère que peut-être un député lui posera la question de s'excuser de son comportement en Guadeloupe, en Guyane, parce que c'est vraiment inadmissible. En tout cas, merci Christian Baptiste. Il est 12h43. On revient tout de suite à l'actualité. Oui. Merci beaucoup. Allez voir. Nous allons parler de l'inauguration de la Maison des 1000 jours. Donc, c'est un lieu pensé comme un lieu d'écoute, d'accompagnement et de prévention pour les jeunes parents. La Maison des 1000 jours a ouvert officiellement ses portes, donc sur le Gosier, porté par la CARL. On voit un reportage de Max Morel qui nous convie dans ce lieu unique en Guadeloupe. Le début de leur grossesse jusqu'à 2 ans de l'âge de l'enfant, c'est quelque chose d'essentiel. C'est le soutien à la parentalité, comme je le disais, c'est l'essence même de la CAF. Donc il est important pour la CAF d'accompagner tant sur l'ingénierie que sur le financement la maison des 1000 premiers jours. C'est vrai qu'après une grossesse, parfois on se retrouve seul. Il y a des jeunes femmes qui se retrouvent sans la maman, sans vraiment un proche pour les accompagner. Eh bien, cette structure, vraiment, ce sera la réponse à toutes ces questions, à cet accompagnement qu'ils vont retrouver dans le quotidien avec le bébé. C'est un lieu où on peut trouver plein d'informations, mais on se sent bien, c'est comme une deuxième maison. Ça permet de tisser du lien avec d'autres parents. Donc c'est à la fois des informations, mais c'est à la fois un lieu de partage, de soutien. Et qu'on soit un papa, une maman, une mamie, qu'on soit un parent solo, un couple, c'est vraiment pour tout le monde. Et voilà, bien, vraiment, on vous attend. Problème technique ? Non. Donc une structure qui va permettre de soutenir la parentalité en Guadeloupe avec des besoins d'accompagnement qui sont de plus en plus nombreux. On va parler de cette rencontre littéraire qui a eu lieu aux Abîmes où les lecteurs et les auteurs ont pu se retrouver pour échanger des mots et des imaginaires. Une rencontre littéraire portée donc par la ville des Abîmes qui met en avant la richesse de la littérature locale et l'importance de créer des espaces de dialogue entre écrivains et public. On voit un reportage de Solène Fèvre. Aujourd'hui, c'est la 3e édition du Salon des auteurs. Alors, le Salon des auteurs que nous ne mettons pas au même plan que le Salon du livre, parce que c'est plus humain. Nous travaillons plus sur l'humain que sur le côté commercial. Donc, nous rencontrons les auteurs, rencontrent leurs lecteurs. Il y a des échanges, il y a des ateliers aussi, des tables rondes. Maintenant, nous sommes sur la première table ronde sur le créole dans la littérature. Nous avons d'autres tables rondes tout au long de la journée. Nous avons des rencontres avec une personne qui pratique la lecture en braille. Alors c'est très diversifié chez nous et chacun peut y trouver son compte. Notre littérature, elle est aimée. Elle est aimée parce qu'elle porte nos valeurs, elle porte ces valeurs de dignité, d'humanité et de savoir être et savoir-faire par rapport à qui nous sommes. J'ai eu l'opportunité d'écrire cet ouvrage qui s'appelle Cœur Béguine,
Monde de Rivel et Winnie Kaona. Et à ma grande stupéfaction, ma grande joie, c'est que ce livre a été primé et avec la mention spéciale du jury. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis là aujourd'hui pour soutenir l'œuvre du Siffordome. Mais surtout présentée aussi par les très peu de mon dernier ouvrage qui s'intitule « Tranche de vie sur pas de begin ». Et ça, c'est justement la récompense du travail je dirais c'est vraiment une récompense. J'ai reçu cet héritage de Monde de Rivel qui m'a transmis son flambeau de chansons. Et qu'est-ce que j'en ai fait pendant 30 ans? Eh bien voilà, j'ai travaillé et le livre, c'est le bilan. C'est, comme je dis, c'est le testament que je laisse à mon pays. Aujourd'hui, j'anime simplement l'animation Luxité Débris. C'est un jeu interactif donc sous forme d'exposition. Donc vous voyez derrière moi les panneaux. Il y en a 7 et en fait c'est à partir de la tablette. Donc vous avez sur la tablette l'application dont le jeu s'appelle Lux in Tenebris. Donc en fait vous êtes un voyageur, vous êtes dans la peau d'un voyageur, vous tombez sur un village. Et manque de peau pour vous, il y a en fait 2 meurtres, il y a eu 2 meurtres et on vous demande d'élucider ces meurtres. Ce qu'on attend des jeunes, c'est qu'ils se rapprochent donc, de la lecture, de la littérature, de manière ludique, donc, à travers leur monde, donc le monde du numérique. Lorsque les enfants ont des tickets lecture jeunesse, ils achètent beaucoup de mangas. Donc il faut les encourager à lire ce qu'ils aiment. S'ils aiment les mangas, eh bien qu'ils y aillent. Ils aiment les albums, eh bien qu'ils y aillent. Voilà, et les encourager à lire ce qu'ils aiment. Ne pas leur imposer des lectures, mais les encourager. Et j'ai envie de dire longue vie au livre, parce que le livre, on a besoin qu'il existe. Si le livre meurt, eh bien ce sont les libraires qui meurent. Eh bien, nous aurons de graves problèmes. Il faut la présence de ce livre en main, que l'on puisse toucher, que l'on puisse respirer, dont il faut regarder les images quelquefois. Le livre est vivant et il faut continuer à le faire vivre. Donc, on va faire notre première pause publicitaire et on revient tout à l'heure pour la suite de l'actualité et la suite de nos invités. Iman News est toujours là. Bonjour. Toujours. Oui, non, c'est pour les gens qui ne savaient pas que tu étais là. Ah oui, non. Et qui ont raté la première. Ils ont tout raté. Ils ont raté. Alors, fais un petit rappel de ce qu'ils ont raté. On s'est échangé avec M. Baptiste tout à l'heure, mais au niveau des informations, on a déjà traité l'inauguration de la Maison des 1000 jours et on a aussi parlé de la rencontre littéraire qui s'est déroulée sur les abîmes. Et on a d'autres sujets qui concernent le vernissage, Prenez la parole et du nettoyage du réseau. On ira aussi sur Paris pour parler du centre Jacob Desvarieux. Et comme tu dis, je rappelle qu'on a eu Christian Baptiste tout à l'heure, qui est député. Il devait avoir un rendez-vous avec le ministre des Colonies, Monsieur Darmanin, qui était en Guyane d'ailleurs hier. Et le ministre avait prévu de faire le rendez-vous sur la Vichère le 27 mai. Et Christian Baptiste et d'autres députés, je crois Madame Bélé, Monsieur Califer, Monsieur Naillé de la Réunion, ensemble ils ont envoyé un courrier à Monsieur Darmanin disant mais qu'on fait là, le 27 mai c'est la date nationale de libération des esclaves en Guadeloupe, donc pas de raison de faire une réunion ce jour-là. Et donc la réunion a été reportée. Mais pendant ce temps, le même Darmanin était en Guyane pour annoncer la création d'un centre de prisonniers narcotrafic en Guyane. Il y a une grosse colère des Guyanais qui ont dit que pour moi ils n'étaient pas informés. Il y a eu plusieurs communiqués qui sont sortis et pour ça il n'y a pas appris. Donc et Baptiste nous a dit que finalement ça montre une fois de plus que ces gens-là n'arrivent pas à gérer leur propre histoire. Et ce même Darmanin qui a été reçu par un journaliste de Guadeloupe, de Martinique Guyane la première, pardon, a dit au journaliste qui lui a posé une question que vous êtes un idiot. En radio, c'était ici dans l'anniversaire, il est parti en cours. Franchement, il ne faut pas accepter ça. Alors, donc, certains journalistes guadeloupéens m'ont déjà dit qu'ils vont boycotter ce monsieur si jamais il vient en Guadeloupe. Donc, Darmanin, pas pointé. Bien, on va venir à quelque chose de moins violent, de plus émotionnel, l'intelligence émotionnelle au service de l'équipe. Et c'est avec notre amie Sylvie, générique du Boost. C'est parti.
Sylvie Booster, bonjour. Bonjour, j'ai changé de nom de famille. Oui, changé de nom de famille. Alors, l'intelligence émotionnelle, je connaissais l'intelligence l'IA, l'intelligence l'IE, je ne connaissais pas. Et ça est au service de l'équipe. Alors, il faut nous expliquer un peu comment et pourtant pourquoi c'est fondamental. L'intelligence émotionnelle, c'est pas seulement pour les personnes qui sont hypersensibles, puisqu'on parle de personnes hypersensibles, donc du coup qui ont des émotions décuplées. C'est savoir écouter ces émotions, comprendre ce qu'elles ont à nous dire, pourquoi on ressent cette émotion-là, mais c'est également réussir à décrypter l'émotion que vit la personne qui est à côté de nous, nos collègues, nos collaborateurs, et échanger autour de ça. Et donc du coup, c'est vraiment quelque chose qui est très fort, puisque du coup, c'est humain, l'émotion. Et la plupart du temps, on ne peut pas forcément la gérer. Et des fois, on a tendance à vouloir l'oublier ou ne faire comme si ça allait, tout va bien. Mais plus on essaie de l'éteindre, plus des fois, ça peut être plus fort. Donc, du coup, il faut savoir gérer, écouter et répondre à ce que veut dire l'émotion qu'on ressent à ce moment-là. Mais il faut reconnaître ces émotions, alors. Ben oui, il faut les reconnaître pour les comprendre, savoir exprimer aussi. Ben là, actuellement, je suis frustrée, je suis fâchée parce que... Voilà, et l'exprimer, on doit pouvoir avoir la liberté de pouvoir exprimer ses émotions au sein de son entreprise avec ses collaborateurs ou son responsable. Et ça se fait en réunion? Ça peut se faire en réunion. Il y a la possibilité de préparer en réunion un check-in émotionnel en début de réunion où là, on demande, avant de commencer le sujet de la réunion, c'est de demander aux collaborateurs dans quel état d'esprit ils arrivent, comment ça va ce matin. On peut utiliser des outils pour ça, parce que des fois, il y a des jeux de cartes. Par exemple, moi, j'utilise en formation ou des fois avec des apprenants. On soulève des jeux de cartes, feeling cards, où il y a plusieurs, où chaque carte représente une émotion. Comme ça permet à la personne... Une émotion, on reste sur les émotions. Oui. Et donc, on étale le jeu de cartes sur la table. Chaque personne, en arrivant, elle récupère une carte. Et comme ça permet de dire comment ça va ce matin. Et si elle a pris la carte... qu'elle est joyeuse, elle pourra dire ce matin je suis joyeux parce que voilà ce que j'ai vécu, donc c'est pour ça que je suis comme ça dans cet état d'esprit ce matin. Ça permet de faire ce petit check-in émotionnel avant de commencer la réunion, de mettre les choses à plat et chaque personne peut s'exprimer grâce à ce moment. Alors ça veut dire que quand il y a une tension dans une entreprise ou dans un groupe, c'est qu'il y a un problème d'émotionnel mal résolu, c'est ça? Assez souvent, ce sont des émotions qui ne sont pas exprimées. Et donc, du coup, on rumine cette émotion pendant un moment. On l'a déjà tous vécu, de vivre un moment où on n'est pas à l'aise, où on n'est pas content, mais on n'a pas osé le dire au moment où on l'était avec la personne. Et après, on se dit, j'aurais dû dire, je pensais que j'aurais dû. Et donc, on est en train de nourrir cette mauvaise émotion la plupart du temps. Quand on est comme ça, c'est une émotion négative qui est en train de nous pourrir la vie, en fait, finalement, puisqu'on ne l'a pas exprimée. Et c'est ça qui arrive souvent dans les équipes et qu'après, ça crée des moments de tension, des moments des fois de silence, parce qu'il peut y avoir que la personne ne parle plus, elle te parle plus, elle nous parle plus, on ne sait pas pourquoi elle se renferme, ou ça peut faire une explosion. Il y a des gens qui sont explosifs quand ils sont dans ça. Au bout d'un moment, ils explosent. Des fois, 2-3 jours après. Donc, nous, en face, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que c'était plus... le moment, enfin, on n'est plus dans la situation et donc le temps que nous on comprenne pourquoi elle explose à ce moment-là, on se rend compte qu'on a 2-3 jours qui sont passés entre-temps. Alors quand je fais 3, parce qu'en général, chaque chronique a toujours 3 méthodes. Oui, c'est vrai. Alors, méthode 1. La méthode 1, c'est le check-in émotionnel que j'ai expliqué tout à l'heure. Oui. La deuxième méthode, c'est l'écoute active. C'est assez souvent, on écoute pour répondre. Quand on discute avec quelqu'un, on prépare déjà sa réponse pendant que la personne est en train de nous parler. Et ce qui fait qu'on n'écoute pas complètement tout ce que la personne est en train de nous exprimer. Donc, il faut prendre le temps d'écouter la personne. Si on n'est pas sûr d'avoir bien compris ce qu'elle a voulu dire, on reformule ses propos pour s'assurer qu'on a bien compris. Et après, on répond. Donc, c'est ça, l'écoute active. Et la troisième méthode, c'est un outil que j'avais déjà présenté qui permet de réguler collectivement les tensions. La méthode DESC, où là, on peut, à partir d'une situation qui coince un peu dans l'équipe, on prend le temps de décrire la situation, d'exprimer, chacun peut exprimer son point de vue vis-à-vis de cette situation, spécifier ce qui ne va pas et on conclut ensemble, on trouve la solution ou les solutions ensemble pour désamorcer le problème. Alors, donc je reviens un petit peu parce qu'il y a eu les trois façons de résoudre le problème, mais en fait, chaque liste émotionnelle, c'est quelque chose d'important finalement, oui. D'après ce que je comprends. Mais bien sûr, parce que, comme je disais tout à l'heure, les émotions, on les a.
tout le temps, qu'on le veuille ou pas, même si on dit j'ai pas envie, je suis pas à l'aise avec mes émotions, je veux pas m'exprimer dessus, on la ressent. Ben justement, si on n'est pas à l'aise, on veut pas s'exprimer sur l'émotion, c'est que là on se sent un peu gêné. C'est une émotion. Et donc, même si on essaye de camoufler un peu, des émotions, on en ressent tout le temps, toute la journée. Donc, à côté de ça, de pouvoir avoir la liberté d'exprimer ses émotions ensemble dans l'équipe, que tout le monde ait la liberté de pouvoir se dire honnêtement comment il se sent, ça aide l'équipe à avancer ensemble et à mieux se connaître. Et en plus, des fois, on passe 7-8 heures par jour au travail avec ses collègues. Donc, si on n'a pas cette possibilité d'exprimer les émotions qu'on ressent, l'ambiance ne va pas être très agréable. Très positive, effectivement, effectivement. Alors, si quelqu'un me dit, je ne suis pas à l'aise avec les émotions au travail, je lui dis pourquoi? Comme je viens de le dire, de lui faire savoir que l'émotion, de toute façon, il la ressent. Il veut la cacher, il veut la camoufler, il ne veut pas en parler, on peut l'entendre. Mais par contre, c'est quelque chose qu'il ressent quand même. Donc après, il peut juste pas forcément rentrer entièrement dans l'explication, mais il peut déjà au moins exprimer ce qu'il ressent en disant « je ne me sens pas très bien ce matin ». Et puis après, s'il n'a pas forcément envie de s'exprimer plus en détail pour dire pourquoi il ne va pas bien, on peut s'arrêter là. Et après, le laisser, lui dire, OK, je te laisse l'espace et tout. Si jamais tu as envie de t'exprimer, tu veux qu'on en parle, je suis là. Et la personne, elle reviendra si elle veut revenir, mais on ne force pas. D'accord. Alors, puisqu'on est arrivé au bout, comment on peut conclure cette intelligence émotionnelle au service d'une équipe? Pour moi, c'est une équipe qui ose parler vrai. C'est une équipe qui va aller plus loin ensemble et qui va fonctionner beaucoup mieux. Donc, c'est important de trouver, de créer les espaces pour permettre à chaque membre de l'équipe de pouvoir exprimer ses émotions. Et puis, ça permettra de booster les performances puisqu'on va créer un climat émotionnel sain au sein de l'équipe et au sein de l'entreprise. Et donc, quand on ose parler vrai à une équipe, l'équipe, elle fonctionne beaucoup mieux. Voilà. Bon, on va essayer ça prochainement. Il est 13h05 et c'est l'heure déjà d'une diaspora, comme tous les lundis depuis lundi dernier. C'est le 2e épisode. C'est parti. Voilà, bonjour à tous, c'est la 2e édition de l'Indiaspora. L'Indiaspora, c'est ce focus que nous avons décidé avec Madame Soukaï, doctorante, sur l'indianité en Guadeloupe. La semaine dernière, nous avons parlé, Sandra, de l'engagisme et de l'esclavage et des traces mémorielles qu'on retrouve encore en Guadeloupe au travers des associations et des manifestations. Cette fois-ci, on va parler de la créolisation. Alors, comment parler de la créolisation pour les Indo-Guadeloupéens? Alors bonjour, merci pour cette question. Alors la créolisation, c'est un terme qui ne fait pas forcément l'unanimité pour être en association avec le concept d'indianité, tout simplement parce que étymologiquement, alors ça vient d'un terme espagnol, criolio, qui vient lui-même d'un terme portugais et du verbe criare, naître, c'est celui qui naît sur un territoire donné, le créole. Et historiquement, le terme avait été employé pour désigner des blancs d'ascendance européenne, notamment pour revendiquer une forme d'autochtonie, d'appartenance au territoire, même si le territoire était colonisé. Et ensuite, historiquement, il a été associé plutôt aux personnes d'origine africaine, aux afro-descendants. Donc, en fait, historiquement et pendant assez longtemps, il y a quand même eu une association du terme d'abord avec les Européens blancs et puis ensuite avec ceux d'ascendance africaine. Donc, l'idée qu'il puisse y avoir une forme de créolisation de l'indianité a été assez difficile à concevoir. Les deux termes ne semblent pas fonctionner ensemble. Oui. Pour autant, c'est quand même ce qui fait la spécificité de l'indianité ici, notamment dans la Caraïbe, c'est cette forme de cette créolisation. Les deux vont de pair. Et quand on dit créolisation, c'est pas seulement pour la Guadeloupe, alors?
Alors, c'est pas seulement pour la Guadeloupe. D'ailleurs, il y a pas mal de penseurs, et notamment Édouard Glissant, qui a théorisé l'idée que voilà, il y a une créolisation à l'échelle mondiale. Donc là encore, l'idée, c'est la coprésence de cultures avec des interactions qui vont emmener, pas forcément sur un mode équitable, souvent sous un mode conflictuels, parfois violents, qui vont emmener un contact, une mise en contact de culture avec la production de quelque chose de complètement nouveau. C'est ça la créolisation aussi, c'est l'idée que quelque chose qui ne peut pas forcément être quantifié, ou comme le métissage le serait par exemple, quelque chose qui ne peut pas être identifié, anticipé, quelque chose d'inédit et de neuf se produit. Ce qui fait la richesse en fait de l'indianité que l'on a ici par exemple dans la Caraïbe. Maintenant, si on revient au cas de la Guadeloupe, qu'on parle de créolisation, est-ce qu'à l'inverse, on peut parler d'indianisation du créole? Parce que il y a deux choses. Les Indiens qui sont arrivés en Guadeloupe en 1854, ils avaient une langue particulière, le tamoul, l'hindi, etc., même certains sanscrits, mais ils ont quand même influencé la culture guadeloupéenne. Alors tout à fait. Je pense que le prisme de la langue est celui qui est le plus clair quand on parle de créolisation de l'indianité, ou peut-être d'indianisation du créole. Et ici, je trouve que ça fait partie vraiment de ce qui est intégré, sans forcément être l'objet d'une réflexion, mais ce qui est intégré au quotidien, ce sont ces mots que l'on a dans le créole, par exemple ici guadeloupéen. Et là, je pense en particulier à un mot que j'ai retrouvé, c'était une petite surprise, sur une façade d'un bâtiment de Morne-à-l'Eau, d'une résidence relativement récente, le terme vépélé, qui fait référence, le vépélé, à l'arbre Nîmes, un arbre très symbolique de la culture indienne, et qui apparaît même aujourd'hui sur les murs des résidences, ce qui prouve qu'on a ces termes, hein, ça vient de Vépilai, donc ça vient vraiment du tamoul. Le plat national guadeloupéen, c'est le colombo qui vient du kizombo. Ouais. Donc encore une fois, on a des étymologies. Ici, ce sont des exemples du tamoul, qui s'est intégré au créole. Mais on a d'autres exemples, et en botanique notamment, la culture alimentaire indo-guadeloupéenne, le manja, etc. On a énormément de termes. Hein, quand je pense au manja, qui fait référence au curcuma, en fait. Avec le manja, on a aussi cette idée d'une créolisation d'un terme qui est à la base un terme tamoul. Donc oui, il y a une créolisation de l'indianité. C'est encore une fois quelque chose, je pense, qu'il faut valoriser, dont il faut être fier, en fait. Il n'y a pas encore eu d'études là-dessus. Je pense que c'est un champ qui s'ouvre. J'ai un ami qui avait fait d'ailleurs un poème, je me souviens, je vais le citer, Saokis Gopi. Il avait fait un texte avec tous les termes créoles qui empruntent à la langue, aux langues indiennes. Alors, on parle quelquefois de métissage culturel illimité. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, le métissage culturel illimité, là, c'est vraiment une citation, encore une fois, que l'on doit à Glissant, bien sûr. dans sa comparaison du métissage et de la créolisation. Ce qui est intéressant, c'est de voir la créolisation comme un processus, encore une fois, qui produit quelque chose d'inédit, qui ne peut pas être quantifié, de nouveau. Et c'est là qu'il établit une petite différence avec le métissage, qu'il voit comme quelque chose de plus quantifiable, de plus prévisible. Alors, il y a énormément de discussions, et voilà, il y a aussi des étymologies. Le terme métissage est plutôt employé aussi en Amérique latine. Il y a aussi un contexte historique. Mais de manière générale, voilà, quand il parle, dans cette citation Glissant, quand il évoque dans la poétique de la relation, et quand il parle aussi de l'introduction à une poétique du divers, il va évoquer l'idée que la créolisation soit une forme, en fait, de métissage culturel qui serait sans limite. Alors, on va en parler peut-être la prochaine fois, mais enfin, je veux quand même revenir un petit peu sur l'actualité, puisque au moment où nous faisons cette émission, il y a quelques tensions entre le Pakistan et l'Inde, et pourtant, au départ, c'était le même pays. Alors oui, en 1947, les Anglais s'en vont après un siècle et demi de présence et de colonisation du territoire. Et malheureusement, ça se fait dans des bains de sang, avec la partition indo-pakistanaise de 1947, qui voit naître le Pakistan oriental et occidental, et donc l'Inde, la République indienne. Le Pakistan comme une théocratie musulmane. Et c'est vrai que depuis 1947, il y a eu déjà 3 conflits indo-pakistanais.
Les deux territoires sont armés de l'arme nucléaire. Il y a aussi des tests qui se font de manière régulière. Et puis, il y a ces parades qu'on observe, notamment une des parades frontalières, donc à plusieurs endroits de la frontière qui s'appelle la ligne de contrôle, ce qu'on appelle aussi la ligne de contrôle. La frontière indo-pakistanaise a ses points d'entrée où, de manière assez symbolique, il y a des cérémonies qui ont lieu, mais littéralement quotidiennement. Celle qui est la plus connue, on verra peut-être des images, c'est celle qui se trouve à Atari Waga, où voilà, les gouvernements des deux États orchestrent en fait des parades qui sont cérémonielles, mais qui ont aussi vocation à divertir en fait la population, qui montrent une forme de rivalité et en même temps de fraternité, donc c'est un peu ambigu. Il est fort à craindre que ça fasse partie des choses, des événements qui semblent symboliques, mais en même temps qui sont très ambigus dans la manière dont il y a une sorte de performance, de démonstration de force qui se joue à travers ces parades chaque soir, littéralement, avec montée et abaissement du drapeau des deux pays, de part et d'autre de la frontière. Au départ, quand même, Sandrine, c'était quand même le seul pays, oui, enfin avant 1946, à l'époque de la colonisation anglaise. Oui, alors on parle du sous-continent indivisé, ou de l'Inde indivisée, effectivement. Les frontières, elles sont tracées en 1947. Et elles sont tracées en un temps record, 5 semaines, et par des gens qui ne se connaissent pas forcément. En tout cas, ceux qui président les commissions, il y a des membres des deux futures nations, Inde et Pakistan, mais il y a aussi des personnes qui interviennent de l'Angleterre et qui ne connaissent pas forcément les réalités du territoire. Donc voilà, aujourd'hui, il est à craindre que ceux qui semblent être une parade et une forme de divertissement laissent place à uniquement des conflits armés. Et malheureusement, l'événement qui a eu lieu le 23 août dernier, le 23 dernier, nous rappelle que voilà, le Cachemire est une zone très très sensible, avec une forte militarisation très contestée, puisque les deux nations indiennes et pakistanaises en revendiquent en fait l'occupation totale ou la souveraineté totale, même si aujourd'hui le Cachemire est divisé en fait territorialement entre la Chine, l'Inde et le Pakistan en fait. Alors deux petits mots, puisqu'on reviendra dans une prochaine édition, on va parler un peu de vos voyages, puisque vous êtes allé en Inde. Juste un petit mot là-dessus quand même, qui servira peut-être d'introduction à la prochaine émission. Quand une Guadeloupéenne d'origine indienne arrive en Inde, quel est son premier sentiment en arrivant sur cette terre, entre guillemets, qu'on dit ancestrale? Alors, mon premier sentiment, personnellement, c'était de reconnaître, d'avoir un sentiment de familiarité et en même temps d'étrangeté. C'est vraiment très particulier parce qu'on peut passer dans la rue et se faire aborder dans une langue qu'on ne maîtrise pas forcément, une des langues vernaculaires. Il faut parler là-bas, plutôt le tamoul ou l'hindi? Alors moi, au départ, j'étais dans le nord de l'Inde, donc c'était plutôt en Hindi. Mais plus récemment, je suis plus au sud ou dans le pays tamoul. Donc voilà, ça dépend d'où on se trouve. Donc voilà, il y a ce sentiment de familiarité et d'étrangeté aussi. Et on sent bien qu'on est d'origine indienne, mais pas indien de l'Inde sous-continentale, disons. Voilà. Ben voilà, merci en tout cas Sandrine pour cette deuxième émission. On se retrouve la semaine prochaine pour la troisième et dernière série de cette séquence Indiaspora. À la semaine prochaine. Merci. Voilà, c'est pas terminé parce qu'il y aura un troisième épisode la semaine prochaine et après Indiaspora, il y aura non, pas Awakpora, non, Awak Story. Ce sera une série sur les Taïnos, les Kalinago, ça me dit quelque chose. Oui, les Kalinago. Et donc, ce sera dans 2 semaines. On revient là-dessus avec Iman News. Novelas. Alors, on va parler du vernissage de l'expo. Prenez la parole. Donc, dans le cadre de cette manifestation, différentes artistes et jeunes ont pu se réunir autour de thématiques engagées. Donc, l'occasion de faire découvrir les œuvres participatives concernant la violence, les discriminations ou encore le droit à l'expression. On voit un reportage de Michel Depape.
Il y a 3 établissements scolaires qui ont participé à cette exposition. Alors, c'est inter-établissements. D'abord, l'école Victor Vallier, ensuite le collège Félix Éboué. Donc, pour le premier établissement, c'est Sainte-Anne. Félix Éboué, c'est Petit-Bourg. Et le lycée Yves Le Borgne, donc Sainte-Anne. Et donc, on a voulu travailler ensemble, fédérés, pour permettre aux élèves de s'exprimer sur la thématique de cette édition du festival qui est vraiment très intéressante. Donc, c'est liberté, égalité, fraternité. Je suis le parrain donc, de cette 10e édition du festival qui donne l'occasion à des élèves d'école primaire, des collégiens et des lycéens de mieux appréhender la liberté, l'égalité et la fraternité. On est dans un contexte où on a beaucoup d'images négatives qui sortent des écoles, des lycées, des collèges. Et donc l'important, c'est de montrer qu'il y a un certain nombre d'enfants qui ont le sens du collectif et qui savent ce que ça signifie vivre ensemble et transmettre des messages positifs à la société tout entière. Donc c'est l'esprit, je pense, de ce festival. Ma classe de 4e 4, on a décidé de participer à un concours, les droits de la femme, qu'on a réalisé en 2 heures. Et c'est nous qui avons fait les paroles, tout. 3e édition de festival, c'est le festival des valeurs. Hein. On voit Dival sur l'affiche, mais c'est Festival, c'est le festival des valeurs. Donc c'est une action qui a été initiée dans un collège de Sainte-Anne, le collège de Douville de Sainte-Anne. Et depuis 2 ans, maintenant c'est la 3e année, cette initiative est devenue académique, c'est-à-dire qu'on l'a proposée à toutes les écoles, collèges et lycées du département. On donne la parole aux jeunes. Et là, ce soir, on voit qu'on a donné la parole aux enfants d'élémentaire, d'un collège et d'un lycée. Et c'est important parce que souvent, les adultes ont tendance de parler pour les jeunes et de dire ce que pensent les jeunes au lieu de les interroger et de les laisser peut-être construire une société meilleure que celle actuelle. Cela fait maintenant quelques années que nous faisons des projets similaires, mais c'est vrai que cette année, nous avons réussi à toucher en fait les 3 établissements, en fait 2 degrés différents en même temps. Et c'est vrai que c'est super intéressant de permettre aux écoliers, aux collégiens et aux lycéens de travailler sur une thématique commune. Voilà, donc une exposition qui donne la parole aux jeunes et qui fait de l'art un outil de sensibilisation et d'émancipation. On va parler maintenant du nettoyage qui a été fait au Rézé, donc organisé par des associations locales. Un grand nettoyage du quartier du Rézé a mobilisé des riverains et des volontaires. L'objectif est de sensibiliser à l'éco-citoyenneté, à la gestion des déchets, à la préservation du cadre de vie. On voit un reportage de Michel Depape. Nous sommes à Ravinchod, la ville de La Matin. C'est pour la marche habituelle, je dirais traditionnelle, de la CNBT en partenariat avec le département. Donc, comme vous le savez, tous les 2 mois, dans une ville différente, nous organisons cette marche qui a plusieurs objectifs. Créer le lien entre les 6 communes. Comme ça, nous avons des participants de Petit-Bourg qui découvrent ceux de Pointe-Noire, de La Matin, Sainte-Rose. Mais aussi pour l'environnement, c'est la possibilité de découvrir l'envers du Nord-Bastère, puisque nous sommes un territoire de haute qualité environnementale. Donc, chaque fois, les participants sont émerveillés de par cette nature que nous avons. La dernière fois, c'était le littoral de Sainte-Rose, merveilleux. Aujourd'hui, nous sommes dans les sections, nous sommes au Lamentin, dans la forêt du Lamentin. Je fais de la marche en général plusieurs fois par semaine et donc comme la marche c'est le samedi, donc ça m'arrange bien de venir le samedi, donc voilà. L'art-thérapie, c'est le fait d'utiliser l'art comme moyen d'expression pour pouvoir gérer l'émotionnel, principalement quand on a de l'angoisse, on a du stress, on a d'un burn-out, en tout cas tout ce qui est lié à une émotion négative qui reste emmagasinée au niveau du corps et de l'esprit. Ils accueillent volontiers cette thérapie parce qu'elle est nouvelle et elle est aussi dans le dynamisme en fait. Et c'est pouvoir utiliser juste un outil qui est aujourd'hui la peinture, pour pouvoir lâcher l'émotionnel qui était négatif pour cette manifestation avant la marche. On vient toucher les genoux avec les mains à chaque fois. Là, c'est ça, vous croisez.
c'est la marche d'une solidarité, c'est la marche du bien-être. Et à chaque marche, nous avons des partenaires qui viennent, des thérapeutes, des médecins ou encore pour le diabète. Et aujourd'hui, c'est l'art thérapeute. Donc elle viendra pour montrer comment avec l'art on peut combattre ses émotions et faire en sorte que les choses soient meilleures. Voilà, donc on va faire notre deuxième pause publicitaire. On revient tout à l'heure pour la suite du ZCL. Pour 13h28 dans un instant, nous allons recevoir M. Henri Yacou, l'adjoint au maire de la ville de Sainte-Rose, puisque vous le savez, en ce moment, il y a beaucoup de manifestations qui se font un peu partout, mais particulièrement à Sainte-Rose, mais aussi au Lamentin, pas au Lamentin, à Vieux-Habitants. Et M. Yacou sera avec nous un instant. Mais avant, comme il n'est pas encore tout à fait là, on va partir à Paris. Pas tout à fait. Donc, on va parler de l'inauguration de l'espace Jacob Desvarieux, donc sur Paris. Donc, un hommage qui est rendu à cet artiste emblématique qui a pu donc poser son nom sur ce centre inauguré dans le 12e arrondissement. C'est une reconnaissance posthume pour le cofondateur du groupe Kassav, disparu récemment, enfin quand même récemment, ça fait quelques années maintenant, mais dont l'œuvre est connue et continue de rayonner bien au-delà de la Caraïbe. Donc c'est un geste salué par sa famille, les élus et de nombreux artistes pour ancrer sa mémoire dans le paysage culturel français. On voit un reportage de Maurice Cessé. Soit reconnue à travers le monde. Donc, on a un espace en Angola qui est pour le groupe. Maintenant, on a un espace spécifiquement pour Jacob, ici à Saint-Ouen, et c'est plus que mérité. Nous nous tournons vers Jocelyne. Alors, Jocelyne, un très beau discours. Vous êtes heureuse que Jacob soit reconnu aujourd'hui à Saint-Ouen? Tout à fait. Comme je disais tout à l'heure à quelqu'un d'autre, Jacob, c'était quelqu'un qui avait véritablement envie de se battre et de gagner. C'est ça. Et il se donnait les moyens, en fait. Quand il a dû écrire des partitions, il a appris le solfège tout seul, par exemple. Donc, quand il y a un espace comme ça, je demande aux gens qui viennent dans cet espace de juste penser que cette personne-là, son nom là, Jacob Desvarieux, c'est quelqu'un qui vous amène sur ses épaules. C'est-à-dire qui vous dit, croyez en vos rêves, travaillez pour y arriver. Beaucoup d'émotions parce que au travers de cette inauguration de l'espace Jacob Desvarieux, c'est saluer, rendre hommage à tout ce que Kassav nous a donné. Si j'ai pu, à titre personnel, et je m'en excuse du propos personnel, faire une partie de ce que j'ai pu faire, c'est parce que à un moment de ma vie, j'ai eu la force d'un groupe comme Kassav, comme j'ai eu la force de Tommy Smith ou Socrates. C'est pas pour rien qu'à Saint-Ouen, il y a la rue Socrates et il y a l'espace, le gymnase Tommy Smith. Et maintenant, il y a l'espace Jacob Desvarieux. Et surtout la puissance du lieu. Aujourd'hui, il y avait énormément de monde, quelle que soit son origine sociale, son orientation sexuelle, son âge, sa couleur de peau. Tout le monde était rassemblé. Parce que Jacob Desvarieux, c'est la culture ultramarine, c'est une musique, c'est une vision au travers de Kassav, mais c'est aussi des valeurs universelles qu'on partage à Saint-Ouen. Et on l'a vu, aujourd'hui, regardez, il y a des gamines, des gamins, des anciens, des anciennes. Là, quelle que soit sa croyance religieuse, sa couleur de peau, sur le nombre d'années passées en France, on est là et on est fiers. Il y a un sentiment de fierté. Et ce que je voulais dire, c'est Kassav nous a donné beaucoup de fierté. C'est pour ça que je voulais faire ça. Et on se demande à quoi servirait ce lieu, justement. Il sert déjà, c'est un lieu associatif, culturel, intergénérationnel pour nos aînés. Il y a de la musique, il y a du théâtre, il y a des échecs, 4 étages, et il y a un service municipal. Et c'est ça qui est assez puissant, c'est que c'est hybride, il y a une hybridation et c'est central. Je voulais pas que le lieu Jacob Desvarieux soit dans un lieu périphérique. Bon, ouais, ça. dit qu'il a 10 minutes. 10 minutes, mais nous avons fait une journée là. Pour être là à 13h30. Ok, donc voilà, on a fini. Monsieur Yacou est en chemin. En chemin.
Donc on va essayer de l'attendre un peu, mais les choses étant ce qu'elles sont, on va commencer par rappeler les rendez-vous qu'on a eu aujourd'hui au niveau de l'information déjà. Rappel des titres. Oui, rappel des titres, mais on peut parler du communiqué qui a eu lieu. Ah oui, le communiqué de l'Union des femmes, oui, voilà, il faut absolument le donner donc, quelques éléments. Voilà, donc non à l'extermination du peuple palestinien, c'est un cri d'alarme qui a été lancé par l'Union des femmes guadeloupéennes dans un communiqué diffusé. L'UFG exprime sa profonde indignation face aux violences persistantes en Palestine, donc en particulier dans la bande de Gaza. La situation qui s'est aggravée est décrite comme indescriptible et effroyable. Un communiqué qui évoque des bombardements systématiques, des infrastructures réduites à néant, un nombre incalculable de victimes et une population blessée, affamée et non soignée. Et l'Union des femmes guadeloupéennes appelle à l'arrêt immédiat des massacres, interpelle les parlementaires guadeloupéens et invite la population à rejoindre les actions de solidarité envers le peuple palestinien. Donc voilà, c'est un message. Et d'ailleurs, je vais ajouter que on parle beaucoup de l'Ukraine tous les jours. Tout le monde se mobilise, les réunions de Macron avec les pays européens, avec Zelensky, on critique beaucoup Poutine, etc. D'accord. Mais en ce qui concerne Gaza, ben, c'est presque le silence radio. Alors qu'au moment où nous parlons, les bombardements continuent. Je rappelle quand même qu'il y a déjà eu plus de 55 000 morts et une majorité d'enfants et de femmes. Alors pourquoi majorité d'enfants et de femmes? Parce que Netanyahou, dans son massacre, eh bien, il veut surtout pas qu'il y ait demain de jeunes Palestiniens qui se lèvent et qui continuent le combat. Donc chaque fois qu'il mobilise, qu'il le peut, il bombarde surtout des hôpitaux, des écoles, des lieux où il sait qu'il n'y a pas visiblement ni de combattants, ni de terroristes, quoi que ce soit, mais c'est un massacre organisé, un ethnocide même, on peut dire, de la part de quelqu'un qui se plaint du fait qu'il y a eu la Shoah et que les Juifs ont subi un massacre pendant la guerre 39-45. Eh bien, il fait exactement ce que Hitler avait fait. Et par rapport à cela, ben, la communauté internationale, à part quelques pays arabes, Macron a fait une déclaration avant-hier, mais enfin, c'est juste une déclaration, mais il n'y a pas de mobilisation contre ce massacre qui continue et qui touche Gaza. Alors en ce moment, d'après les dernières informations que nous avons, Israël veut véritablement entrer dans Gaza avec ses militaires, occuper le pays, vider le lieu, alors qu'il y a plus de 1,5 million de personnes qui sont au bord de la famine, qui n'ont pas de soins, qui n'ont pas de repas, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité. Et ça, ben, le communiqué de l'Union des femmes guadeloupéennes, ben, justement, attire l'attention de nos parlementaires guadeloupéens sur cette situation. C'est une situation vraiment compliquée, très difficile à vivre. Et donc, on nous espérait que les parlementaires qui entendent ça et qu'il y aura une réaction un peu plus active là-dessus. Pour l'instant, on revient à l'actualité. Alors, l'actualité, c'était quoi aujourd'hui, Iman? Alors, l'actualité, on a parlé de l'inauguration de la Maison des 1000 jours, donc inaugurée sur le Gosier, un lieu unique qui est dédié à l'accueil, à l'écoute, à l'accompagnement des familles, donc pour les enfants jusqu'à 18 mois. Voilà, on a parlé aussi des rencontres littéraires aux abîmes qui ont permis aux auteurs et aux lecteurs d'échanger autour de différentes thématiques concernant la littérature locale. Voilà. On a aussi parlé de l'inauguration de l'expo Prenez la parole, donc un vernissage qui a permis aux jeunes de donner la parole aux jeunes et de faire de l'art un outil de sensibilisation et d'émancipation. On est allé aussi sur le Gosier pour parler d'éco-citoyenneté et du nettoyage qui a eu lieu du quartier, mobilisant des riverains. Nous sommes allés sur Paris donc pour l'inauguration du centre Jacob Desvarieux, donc salué par les artistes, les élus, pour pouvoir ancrer sa mémoire dans le paysage culturel français. On va voir ce qui n'a rien à voir, une publicité concernant Judith, donc qui passe actuellement. On va voir donc notre sponsor vêtements qui nous propose sa publicité. En attendant que monsieur Yakou arrive.
Il est 13h42, nous avons eu un petit break exceptionnel, mais enfin, il faut savoir attendre. Bonjour, monsieur Yakou. Bonjour, bonjour. Merci d'être là. Alors, vous êtes adjoint au maire de la commune de Sainte-Rose. Je disais que Sainte-Rose, mois des mémoires aussi à Sainte-Rose, une série de manifestations qui ont commencé depuis le début du mois. Et qu'est-ce qu'il y a à venir dans les jours qui viennent? Alors, cette manifestation cette année, nous avons décidé de changer l'appellation et c'est grâce à Guy Lafage, qui est un auteur dramaturge de Sainte-Rose, qui nous a proposé d'ajouter au mai des libertés pour que ça soit chaque année une ode à cette liberté, et liberté au pluriel. Alors, cette année, nous avons choisi d'avoir comme pays invité le Bénin, mais je vais revenir dessus dans un moment, avec, vous savez, cette fameuse loi qui permet à des personnes afro-descendantes d'avoir l'identité béninoise. Mais dès ce vendredi, à la base nautique de Sainte-Rose, à 19h, on a invité Richard Victor Saint-Silé, qui est un auteur, un artiste on ne présente plus. A plus à présenter, mais quand même, qui va faire une conférence, une présentation sur Compère Lapin, Compère Zamba. C'est surtout Compère Lapin, parce qu'il va démontrer qu'en fait, cette histoire vient d'Afrique, même si elle a été récupérée par La Fontaine, que nous avons tous appris à l'école après, et aussi par les États-Unis avec Blue Rabbit, je crois, mais il va démontrer ça. Et en plus, il a créé quelque chose qui est une peluche, Compère Lapin, qu'il va présenter à la population de Sainte-Rose vendredi à 19h. Le lendemain, nous aurons l'ouverture d'une exposition grâce aux Anneaux de la Mémoire avec Madame Ndobo sur le coton et les États-Unis. Parce que le coton, ça a été aussi un peu l'équivalent de la canne à sucre par rapport à tout ce qui est esclavage aux États-Unis. Ça, c'est le samedi. Et puis après, nous aurons l'arrivée de nos invités, et notamment le Bénin, qui arrivera donc le 23, le 24. Et notamment, nous aurons l'ambassadeur, son Excellence l'ambassadeur Corinne Brunet du Bénin en France, qui sera à nos côtés, parce qu'on a souhaité mettre cette manifestation sous son haut patronage. Mais on aura surtout aussi avec, dans cette délégation du Bénin, le maire d'Adjara. Alors l'Adjara, c'est la cité des tambours au Bénin, qui a d'ailleurs, on a reçu ici les pépitards qui viennent d'Adjara. Et comme Sainte-Rose est quand même marquée par le Goka, donc on a choisi Adjara pour que sur le plan culturel, par exemple, qu'on enclenche quelque chose avec cette ville du Bénin. Alors, il y aura une majesté, parce que j'ai moi-même appris un peu comment ça fonctionnait chez eux lors de ma dernière visite, le roi de Comé, qui viendra avec sa cour dire un peu ce que c'est qu'un royaume au Bénin. Alors, j'ai découvert d'ailleurs que le 3 avril 2025, donc c'est très récent, le gouvernement béninois a légiféré sur les différents royaumes qu'il y a au Bénin. Alors, je rappelle pour l'histoire que le roi Béanzin, qu'on avait expédié en Martinique, vient du Bénin, le royaume de Dahomey de l'époque. Il avait été expédié en Martinique parce qu'il avait été un roi qui avait osé affronter l'armée française par rapport à la colonisation. Donc voilà un peu rapidement les premières manifestations que nous aurons d'ici vendredi, samedi. Alors, puisque vous êtes déjà allé au Bénin, moi je peux que vous poser la question. Quel est le sentiment que vous avez eu quand vous êtes arrivé au Bénin pour la première fois? Alors, d'abord, qu'on le veuille ou pas, hein, ça fait lorsqu'on est d'ascendance afro-africaine, afro-descendant, pardon, ça fait quelque part une émotion. C'est-à-dire que quand vous allez à Ouida et que vous entendez le guide vous expliquer un peu comment ça se passait, ça ne peut pas ne pas vous faire quelque chose, quoi. Mais en même temps, comme je le dis souvent à plein de personnes, c'est pas parce que je revendique, moi, une ascendance africaine que je ne reconnais pas qu'il y a d'autres Guadeloupéens qui ont d'autres ascendances. Et notamment, on a fait venir, par exemple, le consul de Syrie en Guadeloupe, en Martinique, M. Joseph Hazard, qui est venu rappeler qu'il y avait dans notre population une tonalité syro-libanaise. Oui. Bon, moi-même, par exemple, quand j'étais gamin, j'ai été élevé à la rue Frébeau. Là, on dit la rue Frébeau-la-Pointe, c'est à côté des Couris, etc. Henri Depps et compagnie. Henri Depps et compagnie. Donc, je crois que le maire de Sainte-Rose, il avait sorti cette formule lorsque nous avons travaillé l'an passé sur ce projet. Il avait dit qu'au fond, nous sommes un peu un carrefour des peuples. Ah non, mais nous sommes métissés de toute manière. C'est Glissant qui l'a dit. Oui. Vous savez, après près de 4 siècles de colonisation,
il est rare de trouver un Guadeloupéen qui soit 100% pur de quelque chose. Alors, on est y compris les béquets, y compris les béquets, on est d'accord. On est tout le monde, comme disait Glissant. Alors, ça, c'est bien parce que je me rappelle lorsque je travaillais avec Dr Gordien, qui est le président de CM98, il me disait, mais Henri, on regarde pour lui, Chabin. Qui est originaire Chabin? Là, bien regardé Chabin. Pourtant, c'est l'un des meilleurs tambouillés, chanteurs de notre musique. Eh bien, Chabin était un beau Chabin et était nichivé très lisse. Donc, est-ce que, compte tenu de ce qui s'est passé en Bertrand au niveau des Amérindiens, il n'y a pas chez lui une origine amérindienne, africaine, etc. quoi. Donc, l'idée, c'est pas de faire du Bénin comme si moi-même vine béninois, qu'un africain. Quoi. Non, je suis un Guadeloupéen. Sauf que il faut que chacun en soit conscient qu'on a construit ce pays avec des personnes venant de toutes les origines. Je ne parle même pas de l'Inde, où aussi on a une grosse relation qu'on doit avoir avec l'Inde. Oui, bien sûr. Il y a eu 42 000 Indiens arrivés ici entre 1854 et 96. Quand même, ça a laissé des traces. Et du point de vue de la population guadeloupéenne, le métissage indo-guadeloupéen, afro-indien est très important. Vous savez, lorsqu'on a fait la conférence à Saint-Ouen Et si on était le carrefour des peuples, on a Madame Emanville, qui est professeure d'histoire Trois-Rivières, qui a fait quelque chose sur les Amérindiens. Ensuite, Julien Mérillon a rappelé les bases de l'assimilation, de la colonisation qui avait voulu assimiler la Guadeloupe à la France, avec tout ce qu'on sait. Ensuite, on a donné la parole à Fred Négrite, qui a fait quelque chose sur l'apport de l'Inde. Et c'est là que j'ai appris que peut-être que Nani Nana, là on a dit que ça fait depuis Nani Nana, Fred Négrite disait qu'il pense que ça vient de l'Inde, parce qu'ils ont une formule qui ressemble à ça et qu'on a transformée. Ensuite, j'ai permis à monsieur Hazard de venir parler des Syro-Libanais, et il a fait un petit paragraphe sur la famille Charles Gabriel, sur la famille Gabriel, sur la famille Bichara, sur la famille Jabot, toutes ces personnes que nous, à Saint-Ouen, nous connaissons bien, mais qui font partie de notre communauté guadeloupéenne, et j'ajouterais même de la communauté saint-ouzienne, parce que Sainte-Rose, jusqu'à la preuve du contraire, c'est la seule commune qui a eu en premier un maire d'origine syro-libanaise. Après, il y a eu Raphaël Coury, qui était premier adjoint au maire de Pointe-à-Pitre, conseiller général, etc. Ensuite, il y a eu à Basse-Terre, le maire de Basse-Terre, Guy Georges, mais qui est déjà un métis, quoi, bien regardé. Donc, c'est un peu ça qui nous anime. Profiter de ce mois de mai pour faire un point sur notre histoire, mais ne jamais oublier qu'il ne faut pas réduire Sainte-Rose et la Guadeloupe à des questions du genre que nous sortions en Afrique. C'est vrai et c'est beaucoup plus large. C'est beaucoup plus large que ça. Et je ne veux pas encore citer Glissant qui disait que la mondialisation a commencé chez nous bien avant les autres pays occidentaux. Ouais. Mais je pense même que si on recherche bien, bon, je crois que c'est les sociologues, les anthropologues qui pourront dire ça. Vous savez, j'ai connu aussi le Brésil. Quand vous regardez ces pays-là, vous vous dites que est-ce que c'est pas dans ces pays-là qu'on est l'expression du tout monde, quoi. Parce qu'au Brésil, vous avez toutes les origines. Européens, syro-libanais, indiens, africains, etc. Quand vous allez à Salvador de Bahia, vous avez l'impression que vous êtes en Afrique, quoi. Alors que si vous allez à Sao Paulo, ben c'est... Je veux faire aussi, mais regardez votre mère. Alors, c'est l'une des explications qui fait qu'on a porté cette question. Parce qu'au fond, quand il m'écoutait en réunion, bon, Yakou, en plus, quand je vais en Côte d'Ivoire au Bénin, on me dit, on va te montrer tes parents. J'ai rencontré des Yakou, en Côte d'Ivoire, et je dois rencontrer des Yakou. La même orthographe? La même orthographe, ok. Alors, c'est vrai qu'après, c'est des prénoms, c'est des noms, et ça, on connaît l'histoire aussi de nos patronymes. Peut-être que quand mes aïeux sont arrivés en Guadeloupe, peut-être qu'ils avaient Yakou dans leur prénom, par exemple. Parce que je crois qu'avec mes recherches, ils ont dû arriver après 1848. Mais à l'état civil, on a inversé. C'est comme j'ai appris par M. Hazard que Bichara, Jabot, Bichara, je crois que Bichara, c'est un prénom. Et finalement, c'est devenu un nom. Mais je ne vais pas aller plus loin parce que je ne suis pas l'état civil. Daniel Minacci, qui fait beaucoup de recherches sur les origines des noms indiens ici, expliquait une fois, elle était venue ici il y a quelque temps, expliquait que la plupart des Indiens qui sont arrivés ici n'avaient que des prénoms. C'était pas des noms. Donc, tu pouvais avoir deux personnes qui s'appellent Minacci, mais qui n'étaient absolument pas parents, parce que c'était deux prénoms. Et progressivement, dans l'état civil guadeloupéen, enfin français, franco-guadeloupéen, on a transformé ces prénoms en noms. Et donc, nous sommes effectivement dans un pays où
j'ai presque envie de dire que la couleur de la peau n'est pas un signe de rien du tout. Mais non, mais de toute façon, bon, ma formation personnelle, mon éducation, mon parcours citoyen m'interdit de réduire l'homme, l'humain, à une couleur de peau. Moi, j'ai ma tante qui m'a élevé, quand je la regardais, elle ne ressemblait pas tout à fait à mon père, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, en termes de couleur de peau. Oui. Donc, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que nous soyons en 2025 capables d'en parler de façon très claire, très transparente, avec aucune envie que on dise que c'est les afro-descendants qui ont fait la Guadeloupe. Non, chacun a apporté sa contribution avec des histoires différentes, malgré tout. Et je le dis souvent, quand on faisait des recherches en linguistique, je peux dire ça, et je me souviens, mon professeur Bernard B le disait, c'est grâce aux Indo-Guadeloupéens que le créole a survécu aussi longuement. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés ici, ils parlaient tamoul, hindi, etc., mais surtout créole. Oui, tout à et fait. ils ont gardé créole là pendant longtemps. Ouais. Et je connais des Indo-Guadeloupéens qui ne parlent pas un seul mot de français. Ouais. Ils ne parlent pas créole. Exactement. Depuis longtemps, ils ont toujours parlé créole. Dans leur histoire personnelle, dans la ruralité de la Guadeloupe, ils n'ont pas monté la prête, comme on a dit. Donc, ils n'ont pas fait grande école, donc c'est créole, ils ne parlent pas, c'est tout. Tout à fait. Alors, rendez-vous donc. Alors, le premier rendez-vous, c'est vendredi, le 23 mai, à la base nautique, où nous aurons Richard Victor Saint-Cédé qui fera une conférence et une exposition de Compère-Lapin, pour montrer un peu l'origine de Compère-Lapin. D'ailleurs, c'est intéressant parce que la ruse du Guadeloupéen vient un peu de cette façon d'aborder. Ensuite, le lendemain, samedi, nous aurons une exposition sur le coton, et c'est les Anneaux de la Mémoire, l'association, et Madame Ndobo, qui est coprésidente, qui va être un peu à l'origine de cette exposition. Et après, dans l'après-midi du 24, a priori, si tout se passe bien au niveau des visas, on aura la délégation du Bénin qui viendra présenter un peu une partie du Bénin en termes de royaume de Comé, notamment. J'espère qu'on aura l'occasion de recevoir au moins un responsable ici. Alors, si vous êtes intéressé, ça m'intéressait justement, comme je sens qu'il y a une effervescence autour du Bénin, nous, la chance qu'on aura à Sainte-Croix, c'est qu'on aura des personnes qui seront soit son Excellence l'ambassadrice qui pourra venir parler de l'état du Bénin, parce qu'elle représentera le ministre et donc le gouvernement du Bénin ici, à Sainte-Rose, et alors le roi de Comé qui pourront venir, et notamment le maire d'Adjara aussi, qui est la commune résidente du groupe des Pépitards, que tout le monde connaît maintenant en Guadeloupe et dans le monde entier. Il y a un welcome, on peut dire, pour eux, s'ils peuvent venir ici. Et on vous remercie d'être venus et d'avoir dit tout ça. Les rendez-vous sont pris, c'est noté. Voilà, merci. 13h55. On fait un rappel du rappel. Oh, je sais pas. On a parlé déjà de l'inauguration de la Maison des 1000 jours, de cette rencontre littéraire qui a eu lieu sur les Abîmes. On a aussi évoqué le vernissage Prenez la parole. Donc ça aussi, c'était une façon de permettre la parole, notamment pour les jeunes. Il était aussi question du nettoyage sur le quartier du Rézé. Nous sommes allés sur Paris pour parler du centre Jacob Desvarieux, et on a aussi parlé du communiqué de l'Union française, l'Union des femmes guadeloupéennes, voilà, concernant la Palestine. Et en début d'émission, nous avons eu le plaisir de recevoir au téléphone le député de la Guadeloupe, Christian Baptiste, suite à un échange de courrier avec Darmanin qui s'est illustré tristement en Guyane récemment, enfin jusqu'à hier. Et donc, Monsieur Baptiste nous a dit, d'ailleurs, je profite pour le dire, le maire, le président de l'association des maires de la Guadeloupe, Monsieur Joussin Sapoti, nous a confirmé qui ont communiqué pour exprimer aussi leur soutien aux Guyanais qui n'acceptent pas qu'on vienne mettre chez eux des prisonniers. Si je peux me permettre, en tant qu'élu Sainte-Rose, je m'associe à cette démarche de l'association des maires de Guadeloupe. Ah ben tout à fait. C'est dans ce mois dans lequel on fait un certain nombre de choses sur la mémoire. C'est pas bon de revenir à des choses qui ont été du passé colonial. Du passé colonial, tout à fait, on est d'accord. Tout à fait. Voilà, et on a reçu Sylvie Rosier, avec elle on a fait la chronique du jour sur l'intelligence émotionnelle au service de l'équipe. Et après, on a reçu Sandrine Soukaï, avec elle, docteur en études anglophone, avec elle, on a fait on va dire un deuxième épisode sur l'engagisme et l'esclavage. Et je rappelle, puisque M. Yakou en a parlé, qu'on aura bientôt une série d'émissions avec Mme Emeville. Oui, on a enregistré avec elle 3 émissions sur les Kalinagou, les Awawak, mais bien sûr, la Guadeloupe, c'est comme ça. Donner à César ce qui appartient à César. Si on fait le Bénin, c'est aussi grâce au député Christian Baptiste, qui est, je le rappelle, qui était au Bénin, il est président du groupe d'amitié à l'Assemblée nationale France-Bénin. Donc c'est lui qui m'a permis d'avoir des contacts avec l'ambassade du Bénin.
Voilà, tout est dit. Et puis on vient de recevoir Henri Yankou, adjoint au maire de la mairie de Sainte-Rose, pour au mai de à Sainte-Rose et toutes Au mai des libertés. Au mai des libertés, pardon, qui se fera à Sainte-Rose avec la conférence de notre ami Richard Saint-Sylvie sous Compé-Lapin, et donc une réception autour des personnalités du Bénin qui seront à Sainte-Rose et peut-être même sur notre plateau. Voilà, 13h17, 57, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain à la même heure, 12h30, avec d'autres invités, d'autres informations. Puis nous caressons les autres. À plus tard.